À l'aube du troisième millénaire, le regard que nous portons sur le monde a bien changé. L'univers n'est plus éternel, la Terre n'est plus infinie. Cette vision contemporaine, nous la devons à la science, à ses observations, à ses déductions. Une voie que nous allons emprunter. La science, ce n'est pas un discours dans lequel on vous dit c'est comme ça. C'est un discours dans lequel vous avez toujours le droit et même le devoir, d'une certaine façon, de dire pourquoi dites-vous que c'est comme ça plutôt qu'autrement. Donc c'est un discours qui est bâti sur une critique, sur une possibilité de critique. Et c'est ça qui rend, d'une certaine façon, toutes ces connaissances intéressantes, c'est qu'on peut aujourd'hui, on n'est pas obligé d'y croire. On les reçoit, si elles nous intéressent, on peut essayer de vérifier continuellement. Alors, qu'est-ce qu'on a appris que les Grecs ne savaient pas, qu'Aristote ne savait pas, par exemple? Eh bien, Aristote, quand il regardait le ciel, il pensait que le ciel, c'était éternel, inchangeant, que c'était des petits points lumineux, qu'il n'y avait pas beaucoup de rapport entre nous et eux. Et ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que nous avons appris notre rapport au ciel. Grâce à ces découvertes et à ces analyses et à ces études scientifiques sur des centaines d'années et dans des milieux de laboratoire, nous avons appris tout un ensemble de connaissances qui nous dit quel est notre lien au ciel, notre lien passé au ciel, qui nous montre que, par exemple, les étoiles, les galaxies, les planètes sont toutes dans notre passé, dans notre généalogie. Et que s'il n'y avait pas eu les galaxies, les étoiles, on ne serait pas là aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les étoiles fabriquent les atomes ensuite ont fabriqué les êtres vivants, et les êtres vivants sont capables de poser des questions. Mais pour faire les étoiles, il fallait d'abord des galaxies. Des galaxies, il y en a des milliards, peuplées chacune de milliards de soleils. En fait, il existerait beaucoup plus d'étoiles dans l'univers que de grains de sable à la surface de la Terre. Souvent, je pose la question de la façon suivante, je dis pourquoi l'univers est-il si grand? On peut se demander cette question. Est-ce que c'est pas par rapport à nous, d'un sens tout à fait égoïste, tout à fait un luxe inutile? Est-ce qu'on n'aurait pas pu avoir simplement un tout petit univers qui aurait été jusqu'à la Lune ou jusqu'au Soleil, mais au-delà de cela, à quoi ça peut-il nous servir d'avoir quelque chose qui est au-delà du Soleil? Eh bien, la réponse, c'est que aussi longtemps, quand on pensait que l'univers se contente de nous héberger, on n'a pas besoin de tant de place que ça. On a besoin de la Terre, le Soleil et peut-être la Lune pour les belles nuits. Mais autrement, quelques étoiles. Mais les galaxies que personne ne voit, vraiment nous paraissent tout à fait inutiles. Ce qu'on a découvert, c'est que l'univers ne s'est pas contenté de nous héberger. Son rapport à nous, c'est pas simplement de nous héberger, c'est aussi de nous engendrer. C'est-à-dire que s'il n'y avait pas eu tous ces événements, on ne serait pas là. Et pour que l'univers engendre des systèmes complexes, des plantes, des animaux, je ne parle pas que des êtres humains, tout ce que nous voyons autour de nous, ces fleurs, ces animaux, eh bien, il faut qu'ils soient très grands. Pourquoi? Parce qu'il fallait d'abord fabriquer des atomes. Et pour fabriquer des atomes, il fallait des étoiles qui explosent, il faut des générations d'étoiles, et ces étoiles habitent dans des galaxies, donc il fallait avoir des galaxies. Et là, on découvre que dans un univers dont le rapport à nous, c'est non pas seulement de nous héberger, mais aussi de nous engendrer au travers de 15 milliards d'années d'évolution, alors là, ça prend un gigantesque univers et on compte immédiatement en milliards d'années-lumière.
et en milliards d'années de temps aussi. Il faut qu'il soit également très vieux, parce qu'on voit très bien que la vie sur la Terre a mis 4 milliards d'années à apparaître, mais la vie, il fallait d'abord des atomes, et pour faire ces atomes, il fallait les étoiles, et les étoiles, au bas mot, on est toujours en train de parler en centaines de millions ou de milliards d'années. Donc je crois que c'est ça l'élément le plus important, c'est notre rapport à l'univers qui a changé, et ce rapport à l'univers, c'est quelque chose qui est intéressant parce que ça nous touche, ça nous apprend que nous sommes dans une histoire, nous sommes dans une aventure, qu'on peut appeler l'aventure univers, qui commence il y a 15 milliards d'années, dont nous sommes un des représentants les plus complexes aujourd'hui, que cette aventure se poursuit, et que cette aventure, et là il faut y revenir, ça n'est pas quelque chose qu'on est obligé de croire, mais qu'on peut vérifier, qu'on peut demander les preuves, qu'on peut avoir les détails de l'argumentation, un peu comme en cours de justice, on peut demander, avez-vous des preuves de ce que vous affirmez? L'aventure du système solaire, et donc de la Terre, débute il y a 4,55 milliards d'années. À l'origine, un nuage de gaz, sans doute déstabilisé par l'onde de choc d'une étoile qui vient d'exploser, commence par tourner et se contracter sous l'effet de la gravité. Au centre, la température ne cesse d'augmenter. Le nuage se transforme en disque et toujours sous l'effet de la gravité, les poussières se regroupent pour former les planètes. Quand la température atteint 10 millions de degrés, le jeune soleil s'allume et souffle dans l'espace les voiles nébuleuses de son berceau. Commence alors, dans le système solaire, un intense bombardement météoritique. Sur la Terre, la situation n'est pas brillante. La planète n'est qu'un roc malmené, pilonné sans cesse par les astéroïdes et les comètes. Le feu, les gaz, l'eau font leur apparition. L'écorce se met en mouvement, la mer se forme et l'atmosphère primitive, alimentée par les bouches volcaniques, permet enfin à la Terre de démarrer sa propre aventure. « 4 milliards d'années plus tard, elle n'a jamais cessé. Au fil des millénaires, les paysages se sont transformés, la vie a prospéré. Aujourd'hui, et pour la première fois dans cette longue histoire, une espèce, l'homme, est en passe de bouleverser les équilibres naturels. Surpopulation, pollution, inégalité dans le partage des richesses. Les accusations ne manquent pas. Actuellement, et c'est tout nouveau, c'est que les pouvoirs que nous nous sommes donnés ont une telle dimension qu'ils dépassent ce que la planète peut supporter. Au fond, aller faire pipi dans l'océan, c'est pas dangereux. Au contraire, ça fait partie d'un cycle, tout va bien. Mais quand on est 10 milliards à le faire, dans une toute petite flaque, alors là, ça commence à tout changer. C'est vrai des phénomènes comme celui-là, c'est vrai surtout de tous les déchets que nous produisons. En fait, nous avons mis sur la Terre des produits qui n'y étaient pas, et à une quantité telle que ce n'est plus supportable. Je crois que le premier goulot d'étranglement que l'humanité va rencontrer, c'est l'absence de poubelles. Nous sommes une humanité qui n'a plus de poubelles. Au fond, c'est déjà arrivé aux bactéries. Les bactéries étaient petites, donc elles n'ont pas bien fait attention à la poubelle dans laquelle elles mettaient cet excrément d'elles, qu'est l'oxygène. Elles respiraient le bon air de l'époque qui était rempli de gaz carbonique, de méthane, de vapeur d'eau. Et puis avec du gaz carbonique qu'elles avaient ingurgité, elles gardaient le carbone et puis elles rejetaient l'oxygène. Où mettre l'oxygène? Que prendre comme poubelle? Et les bactéries se sont dites, bon, on n'est pas grande, 1 millième de millimètre, il y a l'atmosphère autour, on va jeter ça dans l'atmosphère. Ben, elles ont eu tort, car elles ont été si nombreuses, ça a duré si longtemps, qu'un beau jour, il y a eu 21% de l'atmosphère qui était constituée d'oxygène, qui pour elles est un poison violent. Et s'il n'y avait pas eu quelques mutations qui ont mis en place des êtres capables d'utiliser ce poison comme matière première, eh bien c'était la catastrophe. Autrement dit, la première aventure de ce qu'on appelle la vie sur Terre, en tout cas des bactéries, pouvait se terminer mal parce qu'elles n'ont pas pensé à avoir des poubelles sérieuses. L'image de la Terre a changé. Il n'y a plus de territoires inconnus. Elle est bien ronde, petite, fragile, et nul ne peut s'en échapper.
un des éléments les plus importants de cette découverte que la Terre est une sphère, un astre dans le ciel au même titre que les autres planètes et qu'elle est de dimension bien finie, qu'elle n'est pas infinie. On a vécu longtemps dans l'idée que la Terre était le centre du monde et qu'elle pouvait être extrêmement grande. Aujourd'hui, on sait non seulement qu'elle est finie, mais aussi que la population terrestre a atteint depuis ces dernières décennies un chiffre tel qu'il y a un problème de la dimension de la Terre par rapport à la possibilité d'exister, par rapport à la possibilité des ressources naturelles, par rapport à la possibilité de la détérioration de l'environnement. Et en ce sens, c'est curieux, le fait qu'à peu près en même temps, on découvre que cette planète est vraisemblablement, en fait, dans notre système solaire, la seule habitée, qu'elle est de beaucoup la plus belle, la plus riche et tout cela, mais qu'elle est en train de rencontrer une crise. Et la crise importante, c'est précisément, est-ce qu'elle va continuer à rester comme cela, aussi belle, aussi habitable? Et il y a alors une dimension morale qui s'introduit justement dans l'activité du scientifique. Le scientifique, en découvrant d'une part tout cela, il peut être émerveillé, mais en même temps, en se rendant compte de la menace qui pèse sur cette planète, il se dit il faut faire quelque chose précisément parce qu'elle est très précieuse, parce qu'elle est très fragile et très menacée. Sur la troisième planète du système solaire, des temps antiques aux temps modernes, la curiosité humaine n'a jamais cessé de questionner le ciel. À l'œil nu d'abord, pour apprendre que la Terre tourne sur elle-même en 24 heures, mais aussi autour du Soleil, en 365 jours, un quart. À l'œil nu toujours, pour suivre la course des planètes et guetter les phénomènes célestes. Mais c'est à l'avènement des lunettes et télescopes que nous devons l'astronomie moderne et avec elle la certitude, dès Galilée, qu'existent des terres dans le ciel. Et c'est tout naturellement vers la quatrième planète que s'est focalisé l'œil des astronomes. Mars, la planète rouge. Mars, 2 fois plus petite que la Terre, sera entièrement cartographiée en 1971 par les sondes américaines Mariner. Et leurs images ne laisseront aucun doute. Des volcans éteints, des cratères d'impact, mais aussi de grandes déchirures dans l'écorce de la planète, comme Valle Marineris, un gigantesque canyon de 5000 km de long, dénonce une histoire violente. Des traces de tempêtes, d'érosion, des lits d'anciennes rivières même. Ce monde est mort, transformé en planète désert. Avec la seconde vague d'exploration, les volcans géants de Tharsis ou le Grand Canyon Valle Marineris vont révéler à quel point l'histoire de ce monde s'est éloignée de celle de la Terre. Grâce aux images des sondes Viking, aujourd'hui, nous pouvons rejoindre un vaisseau imaginaire, découvrir son plan de vol et s'installer confortablement pour un grand voyage. Dehors, le ciel est clair. La température ne dépasse pas les moins 100 degrés et c'est un beau début d'été martien.
Avec ce voyage, un monde est mort. Celui des astronomes qui pensaient, il y a tout juste un siècle, que Mars était habité. Que des êtres, bien plus avancés que nous, avaient maîtrisé leur globe en contrôlant la distribution de l'eau. Pour certains même, ils préparaient des plans d'invasion. Paris, observatoire de Meudon. Ici, la flamme de l'enthousiasme ne s'est jamais éteinte. L'exploration du système solaire, je crois que c'est un moment de bonheur, un moment privilégié. Et pour la scientifique que j'ai la chance d'être, c'est le sentiment d'avoir été présent au moment où un tournant des idées s'est produit. En effet, avant l'exploration, comment imaginait-on le système solaire? Eh bien, on imaginait des satellites un peu comme la Lune, des planètes internes un peu comme la Terre, quelques différences tout de même, et des planètes géantes toutes semblables. Eh bien, la réalité, ce que l'on a vu, c'est complètement différent. Et la grande leçon de l'exploration du système solaire, c'est la diversité. Aucun objet ne ressemble à son voisin. Mais c'est une diversité bien placée. Si les objets étaient totalement différents, on ne comprendrait rien, ce serait le chaos. On aurait bien de peine à en tirer quelques conclusions. Si c'était tous semblables, bon, on s'ennuierait, on n'a pas grand-chose à faire. Non, ils ont des points communs, beaucoup de points communs, et puis quelques différences. Et c'est précisément ces quelques différences qui nous permettent de comprendre le rôle de la température, de la pression, de la masse, de la composition chimique, etc. Le rôle de chaque facteur physique, et finalement, de comprendre comment tout cela a évolué. Entre Mars et la Terre, les points communs n'ont pas suffi à réduire les différences. Plus gros, plus proche du Soleil, notre globe continuait d'évoluer, tandis que la planète rouge se mourait. Les chercheurs ont remarqué qu'à l'heure actuelle, ces conditions climatiques sont assez semblables à celles qui existent dans certaines vallées sèches de l'Antarctique. Ici, il ne pleut presque jamais et la température moyenne frise les moins 20 degrés. C'est dans cet environnement que les scientifiques ont tenté de comprendre les résultats ambigus des expériences embarquées à bord des sondes Viking. La principale mission de ces engins automatiques était la recherche de micro-organismes vivants à la surface de Mars. Pour cela, la sonde Viking emportait dans un petit laboratoire automatique 3 expériences biologiques. Un échantillon du sol était prélevé par un bras automatique, puis soumis à 3 questions qui devaient être déterminantes. Y a-t-il respiration? Y a-t-il consommation de nourriture? Y a-t-il équivalent de la photosynthèse? Toutes les données que reçut la Terre furent positives, mais tellement discutables que bien des années plus tard, il n'y a pas de conclusion définitive. Force est de reconnaître que chercher la vie sur Mars revient à dénicher des micro-organismes vivants dans des conditions extrêmes. Sur Terre, l'extrême, c'est ce continent de glace, l'Antarctique. Ici, les scientifiques ont eu la surprise de découvrir de la vie au cœur des roches et sous la glace. Dans cette niche écologique, au fond des lacs, la couche de glace est si épaisse qu'elle se comporte comme une couverture. Et là, la vie peut exister parce que la température n'est que de 0 degré. Au fond, il n'y a ni poissons, ni crustacés, mais un tapis de micro-organismes et de plancton. Le meilleur site pour chercher la vie sur Mars sera sans doute un lac desséché dans les terrains les plus anciens. D'autant que l'histoire de cette planète est la même que celle des 500 premiers millions d'années de la Terre. Bombardement, formation d'une atmosphère, mouvements internes capables de mélanger les éléments. À cette époque, Mars était potentiellement habitable. Et l'on se plaît à imaginer une atmosphère et une température confortable, des sources, des rivières et des lacs,
des conditions idéales pour qu'apparaisse la vie. Mais tout cela ne durera pas. Pour des raisons qui restent encore inconnues, l'eau va cesser de couler, l'atmosphère va s'évaporer, le bel équilibre se rompre. Aujourd'hui, il ne reste que des questions. Où est passée l'eau? Existe-t-il des lacs souterrains? Trouverons-nous des fossiles, des traces anciennes de la vie dans le sol gelé, battu par les vents? Une chose est sûre, le soir venu, sur la 4e planète, personne ne regarde les étoiles. Avec 71% de sa superficie recouverte par les océans, il est évident que l'eau joue un rôle fondamental dans l'équilibre de l'atmosphère terrestre. L'eau des mers, bien sûr, mais aussi celle des sols, de la transpiration des plantes, toutes s'évaporent et forment les nuages. Ceux-ci se condensent en pluie, retombent, et le cycle naturel est bouclé. Mais les actions de l'homme, et en particulier la déforestation des zones tropicales, modifient les éléments de ce processus. Localement, la disparition de la couche végétale peut entraîner l'appauvrissement des sols, l'aridité et enfin la désertification. Mais il y a plus inquiétant, car plus irréversible. Au printemps 1985, des savants britanniques travaillant dans l'Antarctique annoncèrent que le taux d'ozone présent au-dessus de leur tête avait baissé de 40% en 7 ans. Mesure augmentée les années suivantes, avec la découverte d'une déchirure saisonnière dans l'atmosphère, le fameux trou d'ozone. Esrange, nord de la Suède, campagne internationale d'observation de la couche d'ozone par ballon scientifique. Ici, les experts français du Centre national d'études spatiales ont un objectif unique. Savoir si le déficit en ozone observé au pôle sud se développe aussi au pôle nord. Deux facteurs distincts sont à l'origine du trou de l'hémisphère sud. Une raison naturelle, les grands froids de l'hiver antarctique, mais aussi et surtout les conséquences de l'activité humaine. En 50 ans, les rejets de chlore dans la haute atmosphère ont été multipliés par 6, jusqu'à ronger dangereusement la couche d'ozone. Très ténue, celle-ci joue un rôle considérable. Elle filtre les rayons ultraviolets du soleil et par conséquent permet à la vie d'exister. Près du pôle Nord, le verdict des scientifiques sera en demi-teinte. Pas de trous, mais des petites déchirures. Parallèlement était poussé un second cri d'alarme. L'effet de serre, c'est-à-dire le processus naturel qui permet à l'atmosphère de conserver une partie de la chaleur du soleil, pourrait bien, lui aussi, déraper. Encore une fois, l'affaire est de dimension planétaire. Les agences spatiales internationales ont décidé de concentrer l'essentiel de leurs moyens d'observation au sujet controversé d'un réchauffement climatique. En un siècle, à cause des activités humaines, la teneur en gaz carbonique a augmenté de 25%. Au rythme actuel, elle devrait doubler d'ici le milieu du siècle prochain. Et ce n'est pas tout. Le méthane, les oxydes d'azote et l'ozone de la basse atmosphère n'ont cessé, eux aussi, de grimper. La comptabilité de ces échappements gazeux n'est pas facile. Pays par pays, les scientifiques tentent de dégager ce qui est d'origine naturelle de ce qui est imputable à l'homme. Une chose est sûre, tous ces produits sont bel et bien dotés d'une propriété indiscutable.
celle de retenir l'énergie solaire, donc d'augmenter la température moyenne du globe. Le climat du XXIe siècle pourrait connaître une bouffée de chaleur estimée à 2 ou 3 degrés. Les scénarios catastrophes qui prévoient la fonte des glaces resteront de la science-fiction, tant que la science n'aura pas tranché. Cap Canaveral, mai 1989. Surgie des soutes de la navette spatiale, la sonde Magellan va prendre la route de l'enfer. Son objectif, c'est la sœur jumelle de la Terre, Vénus. Même taille, même masse, juste un peu plus près du Soleil et totalement masquée par une épaisse atmosphère. Avec son radar, Magellan va percer la couche nuageuse et lever le voile sur les secrets de l'étoile du Berger. Pour l'équipe du Jet Propulsion Laboratory, qui découvre les premières images, la surprise est de taille. Partout, des centaines de dômes d'origine volcanique dominent des plaines de lave. Rapidement, les reconstitutions vont montrer que le vrai visage de Vénus est celui d'une planète active. Magellan découvrira des coulées de lave, des glissements de terrain et des tremblements de terre. Mais Vénus n'est pas capable d'héberger la vie. L'effet de serre y est extrême. Les océans, s'ils ont existé, se sont vaporisés dans l'atmosphère. Visiter Vénus, c'est s'installer dans une bulle qui va supporter 500 degrés et une pression équivalente à celle qui règne 1000 mètres sous la mer. Ici, le volcanisme est roi, la lave a tout envahi. Elle a formé les plaines, tissé un réseau de canaux, fabriqué des petites îles aux contours dessinés par l'érosion. Il existerait sur Vénus plus de 100 000 petits dômes volcaniques, répliques miniatures des volcans d'Islande ou d'Hawaï. Quel mécanisme a bien pu séparer Vénus et la Terre, deux planètes sœurs qui ont partagé la même jeunesse? Grâce à l'expérience Magellan, nous avons maintenant une bonne couverture de Vénus. Alors c'est tout nouveau. Nous avions étudié l'atmosphère, nous avions quelques prélèvements
ponctuelles, nous avions quelques vues locales. Maintenant, nous avons le globe de Vénus et l'ensemble. Alors, on y voit du volcanisme, on y voit du développement de montagnes jeunes, de plateaux, d'érosion, de formations extrêmement bizarres et diverses. Eh bien, la grande question, c'est de comparer Vénus et la Terre. Pourquoi? Parce que Vénus a la même masse que la Terre, a la même densité, a la même dimension. La température sur Vénus, à distance au Soleil, c'est un peu plus près que la Terre, mais pas beaucoup plus. Donc il y a beaucoup de choses semblables. Donc notre grande idée, c'est de comparer et de comprendre pourquoi les choses ont évolué de la même manière, quelquefois, puis quelquefois de manière complètement différente. Alors cette exploration de Magellan va fournir aux scientifiques du travail pour les 20 ans qui vont venir. Si vous songez qu'étudier une région locale, un coin de Belgique, des Ardennes, l'Auvergne, la Côte d'Azur, la Bretagne, eh bien ça a pris des siècles. Nous avons d'un seul coup une planète entière qui se révèle à nous. Donc il y a des dizaines d'années de travail pour comprendre, et déjà les scientifiques commencent, les résultats sortiront dans les années qui viennent, mais ils ne manqueront pas de nous surprendre et de nous intéresser. L'exploration du système solaire par des engins automatiques restera dans l'histoire du XXe siècle comme l'une des plus fabuleuses odyssées. Au début des années 70, les responsables de la NASA avaient remarqué qu'en lançant 2 sondes en direction de Jupiter, elles pouvaient aussi atteindre Saturne en rebondissant sur le champ gravitationnel de la planète géante. Mais mieux encore, en utilisant toujours cette technique de trampoline planétaire, les scientifiques américains allaient bénéficier d'un phénomène rare. L'alignement depuis la Terre des planètes Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Une configuration qui ne se reproduit que tous les 177 ans. Ainsi, l'opération baptisée Grand Tour allait permettre aux 2 sondes Voyager de survoler Jupiter et Saturne, puis de choisir l'une Titan, l'autre Uranus et Neptune. Février 1979. La rencontre entre Voyager et Jupiter fut un spectacle ininterrompu de visions extraordinaires. Autour de cette boule de gaz, agitée de tempêtes, battue par les vents, Voyager allait transmettre les premières images des lunes de Jupiter, Io, Europe, Ganymède et Callisto, et en découvrir 12 autres, toutes petites. Très vite, les astronomes allaient découvrir que leur morphologie varie en fonction de leur distance à Jupiter. Les plus éloignés, Callisto et Ganymède, sont des mondes sombres et glacés, criblés d'impacts météoritiques. De vraies boules de neige sale, plus grosses que la Lune. Autre surprise, dans l'environnement de la planète, celle-là, un anneau de fines particules couronne le globe géant. Ainsi, entre glace et poussière, en lisant à la surface de ces satellites géants, les planétologues ont acquis la conviction que chacun d'eux a vécu sa propre histoire, bien différente de celle des autres. Europe, le plus petit de tous, presque la taille de la Lune, pourrait cacher sous une croûte de glace un océan liquide. Très proche de Jupiter, Io a le cœur déchiré par les effets de marée. Ces volcans crachent du soufre. La visite de ce système solaire en miniature est la première et la plus grande leçon de Voyager. Tous les astres sont différents, tous ont une histoire. Le deuxième épisode de l'aventure était très attendu, lui aussi. Et c'est toutes oreilles braquées vers l'espace que les curieux de la Terre entière attendirent en novembre 1980 la rencontre de Voyager avec le Seigneur des Anneaux, Saturne.
Évidemment, personne ne fut déçu. Avec 18 satellites, un collier de plus de 100 000 anneaux, une atmosphère de tourbillons et de tempêtes, Saturne est bien la planète la plus riche du système solaire. Par chance, Voyager ne fut pas accidenté par son passage dans le plan des anneaux, des milliards de petits cailloux recouverts de glace. Mais comment peuvent-ils être stables? D'où viennent-ils et que sont ces rayons mystérieux qui les traversent? Et ce ne sont pas les seules questions. Que se passe-t-il à l'intérieur de Saturne? Pourquoi les couleurs de son atmosphère sont-elles moins nettes, plus fades que celles de Jupiter? Seconde leçon de Voyager. Chaque découverte sera l'occasion d'énigmes supplémentaires. Témoin. Le passage de la sonde près de Titan, dont l'atmosphère cache peut-être les embryons d'une vie primitive. Janvier 1986. Après 8 ans de voyage et 5 milliards de kilomètres parcourus, Voyager pénètre comme une balle à 18 km par seconde dans le système d'Uranus. Là, comme autour de Jupiter et de Saturne, les satellites prennent un visage. Autour de la planète, un système d'anneaux apparaît et des 5 lunes connues depuis la Terre, on passe à 15. Mais ce qui frappe le plus les spécialistes, c'est cet aspect bouleversé des terrains géologiques. Là où l'on pensait que régnait le plus grand calme et le plus grand froid, s'est développé un volcanisme de glace. Avec Miranda, le chaos est total. Ici, comme nulle part ailleurs dans le système solaire, une balade imaginaire prend des allures de descente aux enfers. La dernière des visites, en août 89, sera la plus émouvante. C'est une autre planète bleue, c'est Neptune. À 6 milliards de kilomètres, la sonde est fatiguée et ses signaux ne parviennent que faiblement à la Terre. Pourtant, le programme est resté ambitieux car tout le monde se prépare à l'inattendu. Dans les télescopes les plus puissants, la 8e planète n'est qu'un point. Et même si les astronomes français, dignes descendants du découvreur de Neptune, Le Verrier, avaient bien identifié un système d'anneaux, personne ne se serait risqué à décrire la surface des 2 lunes, Triton et Néréide. Une nouvelle fois, le spectacle fut d'une beauté extraterrestre. Avec des nuages blancs, un vaste anticyclone qui tourbillonne dans l'atmosphère, c'est bien l'image d'une planète vivante que les caméras de Voyager vont transmettre du fin fond du système solaire. Une nouvelle fois, la variété est présente avec ces morceaux d'anneaux, des arcs torsadés où la matière est confinée sous l'effet de curieuses forces. Dans 40 000 ans, quand cette petite sonde survolera sa première étoile, nul doute que notre civilisation, si elle existe encore,
aura bien changé. Mais de toutes les images du XXe siècle, celles qu'elle aura transmises resteront comme un premier témoignage de l'incroyable diversité de notre système planétaire. Avant ce grand tour, les planètes lointaines n'étaient que des points sans visage. Personne n'imaginait l'existence de volcans extraterrestres ou même que l'on puisse parler de météo sur Neptune. Toutes les données transmises par Voyager sur ces mondes resteront, pendant des décennies, les seules sources d'informations dont disposeront les chercheurs pour comprendre l'évolution et la formation du système solaire. Et comme un clin d'œil de l'histoire, le dernier satellite survolé par la sonde sera aussi un des plus riches et des plus contrastés. Triton, moins 210 degrés, l'un des corps les plus froids du système solaire. Pourtant, on y découvrira des volcans, une activité tectonique et même une atmosphère, un panaché de la diversité. Dans le sud des États-Unis, un vieil homme a suivi toute cette aventure. Clyde Tombaugh avait 24 ans en 1930 quand il découvrit Pluton. De la dernière planète du système solaire comme de sa lune Charon, nous ne savons que très peu de choses. Là-bas, le Soleil est une étoile bien pâle. Je crois qu'une grande leçon d'exploration aussi, c'est que nous sommes à peu près persuadés, nous astronomes, que le système solaire, finalement un système de planètes autour d'une étoile, c'est un sous-produit de la formation d'une étoile. Autrement dit, ce n'est pas, comme on l'a imaginé dans les siècles passés, un phénomène unique, exceptionnel. Les gens qui imaginaient ça, ils avaient envie de croire que l'homme était unique, était un objet exceptionnel. Eh bien non, c'est tout le contraire. C'est un phénomène commun, je dirais, qui a dû se passer autour de beaucoup d'autres étoiles. Eh bien l'exploration de notre système solaire nous en donne le premier élément. Bien au-delà des dernières planètes, les astronomes sont convaincus que les restes gazeux de la nébuleuse qui forma le système solaire se sont congelés en milliards de comètes. Ces grumeaux primitifs, lorsqu'ils sont déstabilisés, plongent vers le Soleil. En s'approchant de notre étoile, l'iceberg cosmique s'échauffe et commence à fondre. Il s'entoure d'une chevelure ébouriffée, crache du gaz, de la poussière, devient fluorescent, visible de la Terre. Mais le plus spectaculaire, c'est l'apparition d'une queue de gaz, un panache qui peut s'allonger sur des millions de kilomètres. En mars 86, la sonde européenne Giotto photographiait pour la première fois le noyau de la plus célèbre des comètes, Halley. Sous une atmosphère poussiéreuse, apparut une montagne de glace, sombre comme du charbon. Mais au-delà de l'exploit technique, c'est une véritable pierre de Rosette que les astronomes ont entrepris de déchiffrer. Dans la glace, depuis 5 milliards d'années, se trouvent emprisonnés tous les éléments présents dans la nébuleuse primitive. De l'eau, bien sûr, mais aussi des composés organiques indispensables à l'apparition de la vie. Dans le noyau des comètes se cachent peut-être les secrets de nos origines. L'origine du système solaire est toujours une question d'actualité, c'est quelque chose qu'il nous faut éclairer, une énigme sur laquelle il faut se pencher, et en partant du début, c'est-à-dire le bloc initial, la comète ou l'astéroïde, on aura une vue meilleure de l'origine de ces éléments et donc de l'origine du système solaire. Que devons-nous faire pour faire cela? Giotto s'est rapproché, les missions Vega se sont rapprochées
de la comète de Halley. Il nous faut maintenant aller plus près et aller sur une comète sans en perturber trop le milieu. Giotto est arrivé à 70 km à l'heure de vitesse relative. C'est pas une rencontre en douceur, c'est un baiser un peu violent pour un baiser cosmique. Donc il nous faut faire les choses beaucoup plus en douceur. Donc l'atterrissage sur le noyau de la comète, le carottage, sont des choses qui vont nous apprendre d'abord ce qu'est la matière primitive dans son état initial et surtout comment elle est configurée, quelle est sa configuration, quelle est sa stratification dans cet élément dont on suppose qu'il est vraiment ce qu'il reste des fragmentations de la nébuleuse. Donc je crois que la prochaine étape, c'est effectivement de se rapprocher d'une comète et d'aller voir dessus ce qui constitue ces éléments un petit peu mystérieux, mais qui sont supposés être les blocs initiaux de construction du merveilleux édifice qu'est le système solaire. Dans le vide glacial de l'espace, les traces du cataclysme qui engendra le système solaire restent bien discrètes. Pourtant, la nuée de cailloux qui bombarda les planètes primitives n'a pas totalement disparu. Gaspra, le seul astéroïde photographié par une sonde, n'est qu'un caillou triste et désolé. Pourtant, ces milliards de petites planètes qui orbitent le plus souvent entre Mars et Jupiter sont l'objet de toutes les convoitises. Comme les comètes, leur composition intéresse vivement les scientifiques et depuis des années, ils espèrent qu'une mission particulière leur sera consacrée. Mais ils ne sont pas les seuls à dresser des plans sur la comète. Un jour, quand les ressources de la Terre seront épuisées, quand il faudra chercher ailleurs des matériaux et de l'énergie, les astéroïdes deviendront peut-être les premières mines de fer et de nickel extraterrestres. D'ici là, la Terre aura bien changé. Ce qui est fascinant quand on revient d'un grand voyage comme ça, après avoir vu les planètes et puis avec les télescopes avoir vu les étoiles, les galaxies, c'est de revenir sur Terre et d'essayer de faire la jonction entre ce qu'on a vu là-bas et ce qu'on voit ici. Je crois que nous atteignons aujourd'hui ce qu'on peut appeler la crise de croissance de la complexité. La complexité a pu jusqu'ici se développer sur la Terre sans trop poser de problème à elle-même. Aujourd'hui, nous arrivons à cette crise de croissance qui va montrer, enfin, nous allons savoir dans quelques décennies si la complexité est viable. Voilà, on peut le dire comme ça. Est-ce que, par exemple, il est possible sur la planète Terre à la fois de garder une vie vivable, certainement plus frugale que celle qu'on a maintenant, mais vivable à 5 milliards de personnes et vraisemblablement 10 dans quelques décennies. Est-ce qu'on peut faire vivre 10 milliards de personnes à un niveau convenable et préserver la santé de la planète? Ça n'est absolument pas certain. Ça, c'est un problème, c'est peut-être le problème le plus compliqué qui s'est jamais posé à la race humaine, à l'espèce humaine. Et à côté de cela, avoir été sur la Lune, avoir exploré le système solaire, c'est rien. C'est vraiment le problème dont nous ne savons pas si nous allons traverser cette crise, c'est-à-dire si est-ce que la complexité ne porte pas en elle-même le germe de sa destruction. Il n'y a pas de réponse à cette question pour l'instant. La réponse, c'est ce qui va se passer. On verra bien.